De retour parmi vous, je vous le disais, on va se concentrer aujourd'hui sur cet échange qu'a eu le président Abdel Fattah el-Sisi avec son homologue finlandais. Il nous a rejoint sur notre plateau M. Khael Abdelwaheb, responsable des affaires politiques et de la coopération commerciale. Bonjour. Bonjour. Alors, de par votre spécialité avec les pays de la Scandinavie, nous allons justement discuter comment l'Égypte peut bénéficier de l'expérience et de l'expertise de la Scandinavie. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter concrètement de plus? Alors d'abord, je vous remercie pour cette invitation et l'accueil si chaleureux. Oui, je suis d'accord que cet échange est très bénéfique pour les deux parties et l'Égypte peut bénéficier de la Finlande surtout et des pays scandinaves dans beaucoup de domaines, notamment économiques comme les énergies renouvelables, les eaux et aussi l'éducation. Parce que vous savez, la Finlande, ça fait 7 ou 8 ans qu'elle vient en tête de classification au classement de pays le plus heureux, par exemple, et aussi de l'éducation supérieure, numéro 1. Et je crois que depuis 2016, si je me rappelle bien, qu'on a des échanges très bénéfiques dans ce secteur de l'éducation supérieure, comment on peut apprendre et bénéficier de leur expertise et aussi de leur mode de vivre. Parce que comme ils sont le plus heureux, on peut copier, si je peux dire, le modèle. Donc c'est un échange très important et ça montre le rôle important de l'Égypte parce que c'est dans le domaine économique, commercial et aussi politique. Parce que vous savez, comme l'Égypte est un point très important et un pays très stable entre les pays de la région, et aussi c'est un enjeu très important pour les Finnois. Alors justement, comment l'Égypte peut bénéficier ou peut profiter on va dire, pas de ce chaos, mais de la difficulté ou de ces crises régionales pour pouvoir attirer plus d'investissements de la part des pays tels que la Finlande? Alors, comme vous savez, l'Égypte joue un rôle très important dans la médiation entre les parties influencés par cette guerre régionale et ça montre si je peux dire, soft power, vous voyez, c'est très important parmi aussi les autres pays de la Turquie et le Pakistan. Donc ça montre que l'Égypte est ouverte pour les investissements malgré tout ce qui se passe. C'était le cas déjà au cours de ces 2 ou 3 années précédentes. Et du coup, avec cet échange, la visite du président finnois, ça montre au monde l'autorité la plus haute, et il est en Égypte. Donc ça montre une image très réelle de la sécurité et de confiance pour les investisseurs finnois. Vous pouvez maintenir vos investissements et voire les augmenter. Parce que vous savez, par exemple, si on prend le secteur de la technologie numérique, digitalisation, quand on parle de la Finlande, ce qui nous vient à la tête, c'est... le géant de la téléphonie mobile. Exactement. Et qui n'a jamais eu un téléphone mobile? On a tous eu un téléphone exactement, de cette marque-là. Exactement. Donc, ça reste une entreprise très influente et malgré, par exemple, le développement du secteur de téléphone mobile, il travaille sur l'IA. Donc l'Égypte peut en bénéficier tellement et de ces recherches dans le secteur de l'IA. Surtout que l'Égypte veut se développer dans le domaine numérique. Exactement, exactement. Avec le président l'a mentionné nombreuses fois, c'est la population égyptienne très jeune, donc elle est une population intéressée par ce secteur
et donc c'est une population qui peut y contribuer positivement. Donc l'Égypte peut bénéficier et peut aussi donner son expertise comme un pays stable dans cette région, qu'elle peut dire qu'on est ouvert, on est accueillant et on est ouvert pour les investissements. Alors justement, vous êtes responsable de la coopération commerciale, donc vous faites affaire avec beaucoup de pays pour, on va dire, dorer le blason de l'Égypte et montrer les avantages qui pourraient bénéficier. Qu'est-ce que nous, justement, quels sont nos points forts que les pays que vous traitez avec peuvent rechercher en l'Égypte? Je me rappelle beaucoup de fois lors de mes rencontres avec ces domaines diplomatiques et surtout avec les pays scandinaves, ils adorent l'aspect de la créativité égyptienne avec la jeunesse et figurez-vous qu'ils disent souvent que ce secteur de mathématiques ou l'ingénierie, c'est très populaire et connu pour les Égyptiens. Et aussi, ça attire beaucoup de talents égyptiens dans leur pays. Et surtout les femmes, notamment les femmes, parce que avec, si je peux dire, le STEM, ce domaine de STEM, de sciences, technologies et mathématiques, en Égypte, ici, le taux de participation de femmes est plus augmenté qu'aux pays scandinaves. Donc on a une réputation dans ce domaine-là. Exactement. On a une bonne réputation qui le répétaient les ambassadeurs scandinaves lors de ces échanges avec le public égyptien et aussi les dirigeants égyptiens. Donc ils bénéficient aussi bien que nous de nos échanges et ça augmente. Je me rappelle que j'étais responsable de commerce ou des relations commerciales à l'ambassade de Suède et on a atteint 1 milliard de dollars pour la première fois en 2024. Excellent. Donc ça continue d'augmenter grâce à la confiance que les Suédois ou les Finnois, voire les Européens ont en Égypte et aussi cette envie que l'Égypte, à travers ses dirigeants et le peuple, ont aussi, cette envie qu'ils ont envers aussi les pays scandinaves pour apprendre et s'améliorer. Alors, on sait qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une crise énergétique très importante. L'Europe veut trouver des solutions en termes d'énergie car leurs factures augmentent et ils n'ont plus de ressources puisque la Russie leur a fermé un petit peu la porte. Aujourd'hui, avec le détroit d'Ormuz, le gaz et le pétrole ne passent plus. Est-ce que l'Égypte pourrait être une alternative? Sûrement, oui. Sûrement, parce que elle peut être une alternative de manière de confiance, mais aussi, si je peux dire, une confiance en son rôle d'intermédiaire, de médiation. Oui. Merci. Donc, c'est un rôle très important parce que, notamment aujourd'hui à Bruxelles, ils ont dit que on va passer un été très problématique si ça continue, parce que vous savez, 75% des carburants d'aviation de l'Europe passent par ce détroit. Et donc, aujourd'hui, si on parle de le 21 avril, aujourd'hui est le dernier jour de cette... C'est le feu. Oui, exactement, de 14 jours. Et donc, le président américain a annoncé qu'il ne veut pas le prolonger. Donc c'est grave, mais l'Égypte joue un rôle très important sans cesse de ses efforts pour atteindre un accord, un cessez-le-feu durable. Et avec ses efforts dans ce domaine-là, mais aussi elle peut offrir ses eaux aussi, c'est-à-dire le canal de Suez ou si vous savez, si
la route énergétique passe de l'Arabie Saoudite, par exemple, et jusqu'à l'est de l'Égypte, et après, ça passe à travers le canal de Suez. C'était une possibilité que, bien évidemment, ils l'ont étudié bien. Donc, ça reste dans les options. Et j'ai confiance en le rôle de l'Égypte qu'elle peut jouer. Les pays de la Scandinavie aussi ont une réputation de faire des économies en eau. L'eau est une question très importante pour l'Égypte. Est-ce que vous pensez que c'est aussi un des thèmes sur lesquels l'Égypte peut profiter de la Finlande sur son expertise? Évidemment, oui, 100% d'accord, parce que les pays scandinaves, c'est vrai qu'ils ont une expertise très impressionnante avec leur gestion de l'eau. Et aussi, on peut en bénéficier parce qu'avec la pénurie que l'Égypte a parfois, et avec la pénurie mondiale aussi que se passe en Afrique, notamment, c'est un sujet clé. Et je vois que comme l'Égypte a bénéficié de beaucoup de secteurs et ça continue, c'est un des secteurs très importants. Et comme on a ici, comme les Égyptiens, on a cette pensée de comment économiser les énergies. Et on doit aussi traiter l'eau avec cette mentalité. Et je suis sûr qu'avec le travail et les échanges commerciaux, et aussi en ce qui concerne les talents, pour exporter des talents égyptiens là-bas, et aussi les Scandinaves en venant ici, on peut travailler là-dessus et avec des résultats très positifs. L'économie d'énergie, est-ce que vous pensez que c'est une question culturelle? C'est-à-dire, est-ce que nous, en tant qu'Égyptiens, nous n'avons pas cette culture d'économiser de l'énergie et de l'eau de chez nous déjà? Est-ce que c'est une question culturelle? Oui, c'est une question culturelle, mais comme toutes les questions culturelles, vous savez, ça peut changer avec le temps, avec l'éducation et avec les générations de succession. C'est-à-dire que, et je vois que l'État égyptien fait un rôle très important en utilisant d'influenceurs, si je peux dire, qui étaient très connus ou qui restent très connus dans la mémoire égyptienne. Et je crois que ces campagnes fonctionnent bien comment économiser l'énergie. Et aussi, je trouve qu'avec la crise que se passe actuellement, nous, les Égyptiens, on voit bien que la solution, c'est une solution à partager c'était partagé pour nous tous. C'est donc un effort collectif, et je crois que les Égyptiens s'en rendent compte, et ça va dans une direction positive. Alors, on a parlé de ce que les pays tels que la Finlande peuvent nous apporter, beaucoup d'expertise dans le domaine de l'enseignement supérieur, des énergies, également de l'économie de l'eau. Vous avez parlé aussi du numérique et de l'intelligence artificielle. Nous, en tant qu'Égyptiens, qu'est-ce que nous avons à leur offrir? Est-ce que nous avons une main-d'œuvre qui peut répondre aux attentes des pays tels que la Finlande? Certainement, parce que le talent déjà, ce qu'ils cherchent, le talent, il y a si je peux dire, une pénurie de main-d'œuvre, comme vous l'avez dit gentiment, que ce pays scandinave en Europe en général en ont besoin. C'est-à-dire que vous savez, l'Europe elle s'appelle le vieux continent. Et du coup, le taux de natalité, c'est en baisse. Et par exemple, si on prend un pays comme la France, c'est pour la première fois cette année, 2020, ou l'année précédente, 2025, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, que le taux de mortalité est plus élevé que
le taux de naissance. Et ça, c'est grave. Et donc, elles attirent, ce pays, ils essayent d'attirer le talent égyptien. Ils savent très très bien que le talent égyptien a une réputation très positive et c'est ces talents qu'ils essayent d'attirer, mais aussi si je peux dire, les matières primaires aussi. Les pays scandinaves, ils importent de l'Égypte des matières primaires. D'accord. Et donc c'est un échange où chaque pays a ses ressources avec une abondance. Elle peut exporter, c'est-à-dire l'Égypte peut exporter des matières primaires et l'Égypte importe aussi des bois. Exactement, la Finlande qui est très connue pour le bois. Exactement, avec les forêts et tout ça. Donc ces pays-là peuvent en bénéficier de talents égyptiens et des matières primaires. Alors justement, on va partir sur un autre sujet que je vais présenter aux téléspectateurs. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui Mossad Boulos, conseiller principal du président américain pour les affaires arabes et africaines, en présence de hauts responsables des deux pays. L'entretien a porté sur les principales crises régionales, notamment au Soudan, où les deux parties ont insisté sur la nécessité de mettre fin à la guerre et de soutenir les efforts humanitaires, saluant les engagements internationaux annoncés lors de la conférence de Berlin. Les discussions ont également abordé la situation au Liban, ainsi que les évolutions en Afrique centrale et dans la Corne de l'Afrique, avec un soutien commun aux efforts de stabilisation et de cessez-le-feu. Le président el-Sisi a réaffirmé que la sécurité hydrique de l'Égypte demeure une priorité absolue, tandis que les deux parties ont souligné l'importance de la coordination pour réduire les tensions et privilégier les solutions politiques aux crises régionales. C'est ce genre de diplomatie-là que vous étiez en train de parler, justement, le fait que l'Égypte a une bonne réputation diplomatique, cela donne confiance, économiquement parlé, aux investisseurs? Certainement, oui, exactement. Et on voit ça dans aussi, par exemple, si vous parlez des États-Unis, comme vous avez vu, les États-Unis, lors de ce qui se passe, l'actualité, elle a qualifié l'Égypte comme un pays sûr entre les pays du Moyen-Orient et le Nord d'Afrique. Et donc, la sécurité politique mène à la sécurité économique, évidemment. Donc, c'est un message très fort pour les investisseurs étrangers. Quand il y a M. Boulos ce qui est un fonctionnaire très haut et aussi aujourd'hui le président finnois, c'est un message très clair et très positif que l'Égypte, malgré tout ce qui se passe, malgré les difficultés, ça continue à être un pouvoir économique dans la région. Monsieur Khaled Abdelwahab, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous dans notre émission de direct. Je rappelle que vous êtes responsable des affaires politiques et de la coopération commerciale. Merci infiniment. Merci à vous, le plaisir est partagé et merci aux téléspectateurs aussi. Merci beaucoup. Merci. Et justement, très chers téléspectateurs, je vous quitte avec ces images qui nous parviennent du Sénégal, Dakar précisément, où notre collègue Jihen Nabil est sur place pour le Forum de la paix de Dakar. Elle s'est entretenue avec l'un des participants que je vous propose de découvrir en direct. Quant à moi, je vous dis très bonne soirée à vous.
mesdames et messieurs, je me trouve à Dakar, la capitale sénégalaise, où se déroulent les activités du 10e forum, le forum international, le 10e de la paix et la sécurité en Afrique. Et j'ai le plaisir de faire la connaissance de Monsieur Dam Babou, journaliste à New York et président de la commission de la communication, qui va nous donner plus de détails sur l'organisation de ce forum. Bonjour Monsieur Dam, bonjour. Bonjour Jeanne. Bonjour. Alors tout d'abord, j'ai vu comment cet événement est très important. Il parle de la paix et de la sécurité en Afrique. Il y a tant de pays qui participent, il y a 38 pays qui participent. Alors comment avez-vous pu organiser on peut dire ce géant forum? Je pense que le forum fait sa propre publicité. Depuis la première édition, ça allait crescendo. Parce que les thèmes sont intéressants. Et en général, tous ceux qui viennent veulent revenir. Et quand ils en parlent, les autres veulent revenir. Donc, ce n'est pas surprenant, avec une qualité de participants et d'organisation, qu'on soit à ce niveau-là aujourd'hui. Et ce qui fait la particularité du Forum de Dakar, la plupart des rencontres qui parlent de paix et de sécurité, ou bien même d'économie ou de culture, en général, ce sont des délégations officielles qui viennent, qui portent les positions de leur propre gouvernement ou de leur propre pays. C'est presque pas des négociations, les gens donnent les positions de leur pays. Les personnes qui font l'action. Voilà. Ici, le Forum de Dakar, ce sont des experts, des décideurs, des chercheurs et de la société civile qui viennent et qui ont la liberté de dire ce qu'ils pensent en réalité. Si on sort tous les travaux, on fait les actes du forum, ce ne sont pas des résolutions obligatoires pour les gouvernements ou pour les organisations internationales, mais c'est plutôt une réflexion profonde des sachants, des experts et autres qu'ils mettent à la disposition des décideurs. Ils en prennent ce qu'ils veulent en prendre. C'est ça, cette liberté de ton-là, je pense que c'est l'un des éléments majeurs de ce forum. Quelle est la différence, on peut dire, entre la 10e édition du forum et la première, par exemple, ou la deuxième? Bon, ce n'est pas pour rien que cette année, les organisateurs disent que c'est l'édition de la maturité. Après 10 ans, quand même, un enfant se tient debout, il peut courir, et peut marcher, et la tête haute. Donc, ce forum-là, je ne dis pas qu'on a rectifié, mais plutôt on a développé toutes les qualités des éditions passées. C'est ça qui explique cette forte participation et surtout la qualité des débats. Auparavant, à part l'édition, à part l'ouverture, les plénières et autres ne mobilisaient pas autant. Si vous allez aujourd'hui dans l'auditorium maintenant, c'est presque plein comme c'était à l'ouverture avec les chefs d'État. Je pense que ça, c'est quelque chose qui continue. Un succès et des réussites. Bien sûr. Une chose qui était très importante quand j'assistais ce matin à la cérémonie d'ouverture de ce forum, c'était la parole du monsieur le président sénégalais quand il a dit que l'Afrique doit être forte. Je crois que l'une des idées centrales de cette édition, c'est pour dire à l'Afrique que vous pouvez. Oui. Vous avez les moyens. Vraiment. Mais vous ne réaliserez pas dispersé. Ce n'est que dans l'unité que nous pouvons faire. Les questions les questions de sécurité, c'est comme la sécheresse. Elles ne connaissent pas la frontière. Elles ne connaissent pas la frontière.